porte s'ouvre, il voit au bout du couloir une silhouette. Dans l'obscurité, il semble discerner une femme très mince. Elle est seulement éclairée par les lumières de secours, donc il ne la voit pas très bien. Elle semble très maigre et sa posture est bizarre. Il prend le ton le plus clair et gentil possible et lui demande ce qu'elle fait à une heure aussi tardive. Et là, sans prévenir, la femme se met à hurler de toutes ses forces. Cet extrait vient bel et bien de l'une des 3 histoires qu'on s'apprête à vous raconter ce soir. Il se passe parfois des choses vraiment étranges quand on est au travail, et ça vous allez pouvoir le constater ce soir. D'ailleurs, si vous est déjà arrivé quelque chose, n'hésitez pas à nous partager votre histoire sur l'un des réseaux qu'on vous affiche juste là. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu, et on est parti pour la première histoire. La commu, on connaît tous ce stress d'être le ou la nouvelle. Que ce soit à l'école ou un nouveau travail, ce n'est jamais très agréable comme sensation. Et justement, c'est exactement ce qu'a vécu Sandra alors qu'elle vient d'intégrer une nouvelle entreprise. Et franchement, elle est vraiment contente parce que la recherche n'a pas été de tout repos. Pendant des mois et des mois, elle a écumé les annonces, envoyé des CV à droite à gauche, passé des entretiens stressants sans succès. Puis, un fameux jour, elle a enfin décroché un poste d'assistante administrative dans une petite entreprise. Et après toutes les galères qu'elle a vécues, et franchement, on la comprend, elle est ultra soulagée et enthousiaste en fait à l'idée de commencer ce nouveau chapitre de sa vie. Et le premier jour, elle rencontre son patron, Monsieur Leblanc, un homme d'une 60aine d'années. Mais malheureusement, et c'est assez triste, dès leur première conversation, il la met mal à l'aise. Normalement, j'interdis les flirts au bureau, mais je sens que je ne vais pas pouvoir m'en empêcher avec toi. Ouais, ok, c'est giga déplacé et Sandra rit nerveusement, ne sachant pas trop comment réagir à cette blague clairement vaseuse. Bref, les semaines passent et Monsieur Leblanc continue avec ses remarques dérangeantes. Plusieurs fois, il lui demande d'attacher ses cheveux parce qu'apparemment ça le distrait. Franchement, c'est trop bizarre. En plus de ça, en bon gros lourd, il commence à lui faire des compliments de plus en plus personnels et visés. Pensant à toutes ces semaines où elle a galéré pour avoir un emploi, Sandra essaye de l'ignorer et de se concentrer sur son travail, mais clairement, ça devient très compliqué. Bah ouais, le problème c'est qu'elle a besoin de ce job, surtout après la perte récente de l'un de ses parents. Bref, au fil des jours, l'harcèlement continue, mais vous allez voir, Monsieur Leblanc ne va pas s'arrêter là, et en même temps c'est pourquoi c'est un thread d'horreur. Un beau soir, Sandra rentre du travail et, complètement lessivée, se pose devant une série Netflix. C'est enfin le moment de la détente alors que la journée, comme toutes les autres, n'a pas été facile. Mais d'un coup, enfoncée dans son canapé, elle entend frapper à sa porte. Bon, c'est assez bizarre, on est le soir et elle n'attend personne, et quelque part au fond d'elle, elle ressent une vague d'angoisse, elle sait que quelque chose ne va pas. Bon, elle n'a malheureusement pas de Judas sur sa porte, et donc elle n'a pas le choix que de demander qui c'est à travers la porte. Et là, vous, derrière votre écran, vous l'aurez compris, mais imaginez sa surprise lorsqu'elle entend la voix de son patron. Parce que oui, en ouvrant la porte, elle découvre Monsieur Leblanc sur son seuil. Clairement, Sandra est choquée, elle ne sait pas quoi faire ni comment réagir. Évidemment, elle comprend très rapidement qu'il a certainement accès à ses données perso, comme son adresse, mais jamais elle n'aurait pensé qu'il vienne comme ça sur un coup de tête. Et en un instant, elle comprend qu'elle doit rester polie et elle essaye de le faire tant bien que mal, tout en lui demandant ce qu'il fait là. Et l'homme sans pression lui tend alors un dossier de travail en lui disant qu'il voulait qu'elle bosse dessus le lendemain. C'est vraiment la pire des excuses, on est bien d'accord. Bien entendu, il ne s'arrête pas là et commence à faire des remarques sur son appartement, puis sur son chat. En fait, absolument tout devient un prétexte pour faire la discussion. Il devient de plus en plus envahissant alors que Sandra sent ses mains trembler. Et à un moment, c'est clairement trop, il est dans son intimité, donc elle finit par lui demander de partir, prétextant qu'elle doit vraiment se reposer. Et heureusement, il le fait, non sans lui lâcher un regard inquisiteur. Mais bon, cet événement va marquer la jeune femme. Parce que maintenant, elle a l'impression que même chez elle, elle n'est pas en sécurité face à ce prédateur qui est son patron. Pourtant, n'ayant pas le choix, elle continue d'aller au travail, terrifiée à l'idée de perdre son emploi. Évidemment, les avances de Monsieur Leblanc deviennent de plus en plus directes, ses remarques de plus en plus inappropriées. Il va même jusqu'à lui proposer un voyage d'affaires qui bien sûr n'est qu'un prétexte pour tenter de la séduire. Et même ses week-ends ne sont pas épargnés, parce que pendant ces derniers, l'homme insiste pour faire une promenade avec elle autour d'un lac et demande à Sandra de mentir à sa femme sur leur relation. Et en entendant ça, c'est clairement la goutte de trop, c'est là que Sandra pète un câble. Franchement, mieux vaut ne pas bosser dans cette ambiance si ça empiète autant son état mental
Et donc elle lui annonce sa démission sur le champ et rentre de son voyage sans attendre une seule minute. Après cette démission choc, quelques semaines passent, mais la situation de Sandra est vraiment compliquée. Elle n'a plus de travail, plus de salaire, ne sait vraiment pas quoi faire. Et finalement, Monsieur Leblanc la recontacte. Dans son mail, il lui demande de revenir, expliquant qu'il a embauché 2 autres personnes pour faire son travail et que l'entreprise s'étant agrandie, il a besoin de son aide. Et il précise quand même qu'elle ne sera jamais seule avec lui au bureau. Sandra, quelque peu désespérée et attirée par cette proposition, n'a pas vraiment d'autre solution et finalement accepte. Mais malheureusement, absolument rien ne change. Dès son premier jour de retour, il licencie soudainement et avec colère les nouveaux employés, les laissant quasiment seuls à nouveau. Et maintenant qu'ils sont en tête à tête, les remarques recommencent. Sandra, ayant de l'expérience avec cet individu, essaye de moins se laisser faire, mais là, il montre un autre aspect de sa personnalité. Il devient presque violent, lui donne une quantité de travail astronomique et lorsqu'elle n'y arrive pas, il l'insulte littéralement. Sandra, tous les matins sans exception, pleure et vomit avant d'aller au travail tellement le stress est grand. Elle arrive souvent en retard, non pas parce qu'elle part pas assez tôt de chez elle, mais parce qu'elle doit se persuader pendant 10 minutes de monter dans le 2e bus pour se rendre au bureau, sachant qu'il la mènera inévitablement vers Monsieur Leblanc. Bref, les mois qui passent sont un véritable enfer, mais l'idée de le confronter la paralyse de peur. Mais tout va changer un fameux jour où il va dépasser les bornes. Alors qu'ils sont à nouveau seuls, l'homme lui fait des remarques sur son physique. N'en pouvant plus, Sandra lui demande d'arrêter, mais là, l'homme s'approche d'elle et la pousse. Et en fait, il ne va pas simplement la pousser, il va littéralement la bousculer. Sandra tombe par terre, choquée par ce qui vient de se passer. Lorsqu'elle voit son regard et ses yeux injectés de sang, elle est complètement terrorisée et part tout de suite du bureau et démissionne enfin de nouveau le lendemain. Malheureusement, elle ne portera jamais plainte contre lui parce qu'elle a peur que ça ait un impact sur ses prochaines recherches de travail. Mais alors qu'elle pense s'être enfin débarrassée de lui, ce n'est vraiment pas le cas. Tous les ans, il contacte sa famille, demande son nouveau numéro de téléphone ou son adresse. Il envoie même des cartes de Noël remplies de détails sur sa vie. C'est absolument terrifiant. Clairement, même de nos jours, on ne sait pas ce qu'il a en tête et jusqu'où il est prêt à aller. Sandra, au moment où l'on parle, tente de passer à autre chose, même si toute cette histoire continue de la traumatiser aujourd'hui. Ok, on va changer un peu d'ambiance de travail. Et pour ça, c'est Jean, un homme de 29 ans, qui nous raconte son histoire. Pour présenter un peu son travail, il bosse pour une entreprise de nettoyage depuis quelques années. Son job consiste principalement à nettoyer des petits bureaux, des cabinets d'avocats, des petites cliniques médicales, ce genre de trucs. Pour ça, il doit donc se rendre dans les bureaux après les heures de travail des gens qui sont dedans. Et justement, c'est ce qu'il aime dans ce boulot, c'est qu'il peut travailler la nuit. Et ça lui va parfaitement parce qu'il est plutôt nocturne comme gars. À chaque fois, il met ses écouteurs, il balance de la musique et nettoie tranquillement sans être dérangé. En plus de ça, selon lui, c'est quand même pas très compliqué, il vide les poubelles, il passe l'aspirateur, dépoussière les bureaux et nettoie les toilettes. Mais parmi les bâtiments qu'il doit nettoyer ce soir-là, il y en a un qui est particulièrement relou. Il fait 5 étages et chacun d'entre eux a entre 3 et 5 bureaux occupés par des avocats, des comptables et des thérapeutes. D'habitude, c'est plutôt calme, il ne croise quasiment personne. Bon, parfois, il tombe sur un avocat qui bosse tard, mais après un bref « désolé de vous déranger », il vide la poubelle et continue son boulot. Mais un soir, c'est différent. Alors qu'il travaille comme d'habitude avec ses écouteurs et sa musique à fond, il entre dans les toilettes des femmes pour vider les poubelles. Et c'est là qu'il entend un bruit malgré la musique qu'il a dans les oreilles. Bon, c'est vrai que normalement il devrait annoncer son entrée avec un truc du genre « Bonjour l'équipe de nettoyage, y a-t-il quelqu'un ?» Et après ça attendre que les toilettes soient vides avant de nettoyer. Mais bon, là franchement il est 2h du mat et il n'a jamais croisé personne à cette heure-là. Enfin jusqu'à ce soir-là justement parce que en se retournant, il voit sous une cabine 2 jambes. Hyper gêné, il s'excuse rapidement en disant qu'il ne l'avait pas vu et il sort des toilettes. Bon, c'est certainement quelqu'un qui bosse tard et donc il ne fait pas plus gaffe que ça. Jean continue son tour dans les toilettes des hommes et les autres bureaux, puis revient aux toilettes des femmes, cette fois en annonçant bien sa présence et en vérifiant qu'il n'y a personne avant de nettoyer. Il se rend compte qu'il a besoin de plus de sacs poubelles, alors il descend au placard de nettoyage au premier étage en descendant par la cage d'escalier. Et c'est là justement en descendant qu'il entend quelqu'un monter les escaliers rapidement au-dessus de lui, comme si cette personne essayait de l'éviter. Là, c'est franchement bizarre, Jean commence à vraiment s'inquiéter, c'est juste étrange comme situation. Bref, le 4e étage se passe sans trop de soucis, bien qu'il entende des pas à l'étage supérieur.
Jean conclut que cette femme ne cherche pas à l'embêter, mais qu'elle est probablement juste une avocate essayant de terminer son travail bien tard quand même. Mais il se pose quand même quelques petites questions. Pourquoi est-ce que quelqu'un travaillant au 5e étage utiliserait les toilettes qui sont au 2e ? Finalement, il décide de laisser tomber ses questionnements et de ne pas s'en préoccuper. Au bout d'un moment, quand il a fini son étage, il monte dans l'ascenseur et appuie sur le bouton du 5e et dernier étage. Dès que les portes s'ouvrent, il voit au bout du couloir une silhouette. Dans l'obscurité, il semble discerner une femme très mince. Elle est seulement éclairée par les lumières de secours, donc il ne la voit pas très bien. Elle semble très maigre et sa posture est bizarre. Elle est presque voûtée, les mains dans les poches. Ses cheveux sont emmêlés et elle fixe Jean avec une expression de dégoût. Là, il commence à sérieusement flipper. Il prend le ton le plus clair et gentil possible et lui demande ce qu'elle fait à une heure aussi tardive. Et là, sans prévenir, la femme se met à hurler de toutes ses forces. Ce n'est pas un cri de douleur, c'est plus un cri de folie. Jean commence tout de même à s'avancer pour l'aider. Il se présente, dit qu'il est de l'équipe de nettoyage, et avant même de finir, la femme se met à courir vers lui. Jean n'en revient pas, il ne sait pas du tout quoi faire. Elle le prend tellement au dépourvu qu'il ne pense même pas à s'enfuir ou quoi que ce soit. Et alors qu'il lui fait des gestes pour lui dire de s'arrêter, la femme tourne d'un coup les talons, ouvre la porte de l'escalier toujours en hurlant, et descend à toute vitesse. Jean est profondément troublé, vraiment. Sur le coup, il ne sait pas si elle cherche à lui faire du mal, mais en même temps, si ce n'était pas le cas, pourquoi est-ce qu'elle ferait une chose pareille ? Est-ce qu'elle est agacée à ce point-là qu'il l'ait interrompue dans les toilettes ? Peut-être en fait qu'il l'a surpris en train de faire quelque chose qu'elle voulait cacher ? En tout cas, en la regardant rapidement du haut de l'escalier, Jean la voit descendre à toute vitesse, puis finalement l'entend sortir du bâtiment. Il est complètement perdu et un peu sonné par ce qu'il vient de se passer. Après ça, il continue son travail, mais verrouille chaque pièce derrière lui à chaque fois qu'il est dans un endroit fermé. Et finalement, après 1 ou 2 heures, il finit par terminer son job. Il se dirige donc vers le parking du bâtiment qui se trouve en extérieur. Bien sûr, il est toujours dans le même mood, il est encore un peu flippé et toujours sur ses gardes. Heureusement, le parking est éclairé, donc c'est facile de se repérer. Et là, alors qu'il s'approche de sa voiture, il voit au loin la femme debout entre des voitures, encore une fois en train de le fixer. Cette fois, il n'hésite pas une seule seconde, il ouvre sa voiture et détale le plus rapidement possible. Et dans le rétroviseur, il voit qu'elle est toujours complètement immobile. Jean hésite à signaler l'incident. Il ne la reverra plus jamais après ça, même si clairement à chaque fois qu'il y est allé, il a toujours bien flippé. Il soupçonne qu'elle soit simplement une sans-abri ayant trouvé un moyen de pénétrer dans le bâtiment, cherchant un endroit pour se reposer et utiliser les toilettes. Mais pourquoi est-ce qu'elle s'est mise à hurler comme ça ? Est-ce qu'elle voulait vraiment lui foncer dessus ? On ne le saura jamais et finalement, il décide de ne pas signaler l'incident. Mais ce qui est sûr, c'est que même plusieurs années plus tard, cet événement continue de le rendre plus nerveux lorsqu'il travaille. Ok la commu, vous pensez connaître vos collègues de travail ? Eh bien, vous allez voir avec cette histoire qu'on peut parfois vraiment être surpris. Marc est étudiant en 3e année de fac dans les années 1980 quand son récit se déroule. Et pour arrondir ses fins de mois, et ouais, c'est les mêmes problèmes même si c'était il y a longtemps, il bosse comme correcteur dans un gros cabinet d'avocats international. Faut savoir que c'est vraiment une grosse entreprise avec plus de 200 associés et des bureaux un peu partout aux États-Unis et en Europe. Et d'ailleurs, le cabinet est tellement énorme qu'ils ont 2 équipes. Donc, on a l'équipe de jour qui travaille de 8h à 16h et l'équipe de nuit de 16h à 23h30. Et notre fameux Marc, lui, bosse surtout sur le créneau du soir. Évidemment, parce qu'on est dans un thread d'horreur, faut pas l'oublier. Bref, assez simplement, son boulot consiste à corriger des documents, les relire de A à Z. Il doit également y apporter des modifications, puis les renvoyer au service de traitement de texte. Et ouais, la commu, à l'époque, on n'a pas encore ChatGPT pour corriger son texte automatiquement en 5 secondes. En tout cas, une fois envoyé et validé par le service de traitement de texte, il fait une dernière vérification pour être sûr que tout est nickel avant de rendre le document à l'avocat qui l'a rédigé. Et vous l'aurez compris, vu que c'est une énorme boîte, les exigences sont assez élevées. Clairement, lorsque Marc est au travail, c'est vraiment pour bosser, il n'a pas une seule minute à lui. On oublie les pauses café, pas de blabla avec ses collègues, les avocats sont là, mettent la pression et veulent leurs documents corrigés pour des deadlines parfois complètement abusés. Mais heureusement, après 20h, ça se calme pas mal. La plupart des avocats sont rentrés chez eux, donc Marc a un peu de temps et fait souvent des heures sup pour pouvoir bosser et parfois réviser dans un environnement un peu plus chill qu'à la maison. Parce qu'on vous le rappelle, le matin, Marc va à la fac, puis enchaîne avec son boulot directement. Et son boss l'a bien vu, il est complètement rincé. En vrai, la quantité de travail pour son salaire est abusée. Il s'est déjà plaint qu'il y avait un peu trop de boulot pour une personne, mais rien n'avait changé. Enfin, jusque-là. Parce que oui, cher commu,
un jour, Marc se voit enfin attribuer un nouveau collègue, un certain Antoine. Et c'est pas le gentil Antoine qu'il y avait dans votre classe en 5e, là c'est un homme qui est un peu plus vieux que lui, il a une carrure assez impressionnante. En plus de ça, il est très grand, très musclé et assez intimidant. Mais bon, en fait ça on s'en fout parce que c'est du renfort, donc c'est vraiment cool pour Marc qui sent enfin qu'il va pouvoir partager ses tâches. Et même si l'homme est assez intimidant, pas le choix, il va devoir bosser avec. En plus de ça, notre Marc a beaucoup plus d'expérience que lui, donc au début, en tout cas, il ne va pas avoir le choix que de lui montrer comment marche la boîte. Bon, en vrai au début, il est un peu nerveux, ça c'est sûr. Mais il essaye quand même de passer outre et lui confie quand même des tâches faciles au début, histoire de le mettre à l'aise. Et après une semaine de pudeur, où les deux ne parlent que de boulot, Antoine et Marc commencent à discuter un peu. Enfin, quand on dit qu'ils discutent, c'est plutôt Marc qui initie la conversation. Il essaye vraiment de le détendre au maximum, d'engager des conversations, mais Antoine, lui, au contraire, fait le strict minimum. Et un jour, alors qu'ils sont tranquillement en train de discuter, Marc tente de parler de sa famille. Il lui demande, histoire de faire la causette, s'il a des frères ou des sœurs, vraiment le genre de conversation assez classique en soi. Mais là, cette question pour le coup assez innocente, Antoine semble vraiment mal le prendre. Ça a l'air d'être un sujet assez sensible pour lui. Et en fait, c'est à un tel point que l'homme va commencer à bouillir de l'intérieur, genre littéralement. Marc a vraiment l'impression à ce moment-là qu'il va se prendre un coup dans la face et décide même de reculer un peu. Ne comprenant pas sa réaction, il s'excuse en disant qu'il ne voulait pas parler d'un sujet sensible, mais là, Antoine prend son mug de café et l'explose par terre. Le mec, c'est vraiment un nerveux. Bon, cette fois, le point de non-retour est arrivé, Marc se lève d'un coup en reculant. Cette fois, la terreur commence vraiment à l'envahir. Se demandant si les choses vont dégénérer et si c'est son dernier jour de travail et de vie, Antoine se remet simplement à travailler normalement, comme si de rien n'était. C'est donc bel et bien Marc qui va ramasser les bouts de verre brisés, pendant qu'Antoine bande sur le plus grand des calmes, comme si rien n'était arrivé. Et une fois que tout est débarrassé, Marc revient à son bureau, et Antoine va simplement lui poser quelques questions concernant le boulot, comme si rien ne s'était passé, c'est hyper chelou. Bref, vous l'imaginez bien, le lendemain, lorsque Marc sort de la fac et se dirige vers son boulot, il a la boule au ventre. Une fois arrivé, Antoine se rapproche de lui avec un grand sourire, et jusque-là, il n'avait jamais été aussi ouvert avec Marc, donc c'est plutôt une bonne surprise en soi. C'est presque comme si l'épisode de la veille avait débloqué quelque chose en lui. Mais ça n'arrive qu'avec Marc. Antoine est toujours fermé et flippant, disons-le, avec toutes les autres personnes présentes dans le bureau. Ça met tout de même une petite pression sur Marc, qui a l'impression qu'Antoine est une bombe à retardement, prête à exploser et qu'il est le seul rempart face à tout ça. Bref, les jours se suivent, Antoine commence également à rester après 20h, et un jour, il décide de se confier à Marc. Et sans crier gare, sa première phrase, c'est de lui dire qu'il n'a pas eu une enfance facile. Et là, tenez-vous bien, parce que Marc va apprendre quelque chose qu'il n'aurait jamais soupçonné. Apparemment, alors qu'il n'est âgé que de 15 ans, Antoine est embrigadé dans une secte, oui, rien que ça. Il l'intègre donc et se coupe totalement de la société. Il reste exclusivement avec les membres de sa secte et coupe tout contact avec le monde extérieur. Et Antoine ne restera pas un membre passif, non. Parce qu'en fait, il va grimper les échelons jusqu'à devenir responsable d'une équipe d'adolescents qui parcourt le pays pour récolter de l'argent pour la fameuse secte. On est d'accord, pour un mec à la base taciturne, il en révèle beaucoup. Bref, ces fameux ados vendent des fleurs, ils vendent des abonnements, des magazines en faisant du porte-à-porte dans des centres commerciaux, des gares, des aéroports, etc. Et son boulot à Antoine, au sein de cette secte, c'est de les conduire à leur lieu de travail avec sa camionnette. Les ados qu'il suit dorment tous ensemble dans une seule chambre dans des motels bon marché. Et son job, c'est également de les surveiller pour pas qu'ils ne dérivent de leurs objectifs principaux et surtout de leur faire rapporter de l'argent. Et notre fameux Antoine a fait ça pendant des années et des années. Pendant tout ce temps, il a voyagé partout dans le pays uniquement dans ce but. Mais un fameux jour, il a totalement craqué. Pour une raison qu'on ignore, il a subitement décidé de sortir de la secte, mais malheureusement, il a passé tellement de temps à l'intérieur qu'il a beaucoup de mal à se réinsérer dans la société. Il a de très nombreux problèmes comportementaux, il ne sait plus comment parler avec des inconnus vu qu'il a passé une bonne partie de sa vie avec les mêmes personnes uniquement. Et un jour, après une interaction, ayant complètement dérivé et paniqué, il a agressé des gens dans la rue et s'est retrouvé en hôpital psychiatrique. En sortant, il a cherché un nouveau travail et c'est là qu'il s'est retrouvé aux côtés de Marc. Et dans un moment très solennel, voire même touchant, il lui dit qu'il aime bosser avec lui. Bon, maintenant, petite remise en contexte, Marc est au boulot et il vient d'entendre toute cette histoire.
Il est littéralement choqué de tout ce qu'il vient d'apprendre, il ne sait pas s'il doit avoir peur ou s'il doit être triste ou flatté. Bref, il se dit que c'est un truc de ouf et ne sait clairement pas comment réagir, mais les jours suivants se passent plutôt bien et petit à petit, les vacances scolaires arrivent pour lui. À ce moment-là, comme il n'a pas les cours, il décide de changer d'horaire et passe sur le créneau du matin. Pas de problème pour son boss, il accepte, mais Marc n'en a pas parlé à Antoine. Il ne nous précise pas vraiment pourquoi, mais ce dernier l'a donc appris du jour au lendemain. Et lorsque la nouvelle va tomber, ça ne va pas bien se passer, pas bien du tout. Marc n'est pas présent lorsque ça va arriver, mais il va apprendre qu'Antoine a totalement pété un câble. Avec ses 130 kilos, l'homme s'est mis à hurler dans le bureau, à casser tout le matériel, à renverser les meubles, etc. Évidemment, tout le monde est sous le choc, et Marc en premier, bien entendu. Vous l'imaginez bien, il a tout de suite été licencié et Marc ne l'a en fait plus jamais recroisé depuis. Ayant ressassé toute cette histoire, il a donc du mal à savoir si Antoine est en colère contre lui ou non. À chaque fois qu'il va au boulot, il a maintenant peur de croiser Antoine parce qu'il sait de quoi il est capable maintenant. Bref, jusqu'à aujourd'hui, il ne l'a jamais recroisé, mais cette histoire vraie reste ancrée en lui parce qu'il n'avait jamais été confronté à une personne venant d'une secte. Ok la commune, dites-nous tout de suite en commentaire pendant que c'est encore chaud si vous avez apprécié ces 3 histoires. Vous l'avez vu, on essaye de changer un peu le format en focalisant nos 3 histoires sur un thème en particulier. Aujourd'hui c'était le thème du travail, alors c'est très important pour nous qu'on sache si vous l'avez apprécié pour savoir si vous voulez qu'on fasse un épisode 2 un jour. Dites-nous aussi si vous avez d'autres idées de thèmes que vous aimeriez voir sur la chaîne, bref, on a beaucoup de choses à se dire en commentaire alors n'hésitez pas. Si vous avez apprécié comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour ne rien rater. Et c'est une fin de thread d'horreur pour nous, c'était Kratos derrière la caméra et Joe, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao! Et c'est une fin de tournage. Ouais, ok, c'est giga déplacé et Sandra rit nerveusement, ne sachant pas trop comment réagir à cette blague clairement vaseuse. Ça se dit une blague vaseuse, on est d'accord? Petit moment de vérification où je viens d'improviser un truc et comme je parle à beaucoup de personnes là, j'aimerais bien savoir que mes expressions ne soient pas fausses. We are not what you think we are golden. Oh les boss, comment vous allez? J'ai juste une question technique de cogiteur. Comme je vais déménager, je vais refaire un peu le setup et j'ai bien envie de dégager la GoXLR parce que c'est la merde. Niveau carte son, vous avez un truc fiable de votre côté? Parce que je ne répondrai pas maintenant. Salut mec, bah écoute, on va très bien. Avec Joe, on est actuellement en train de tourner un thread d'horreur. D'ailleurs, t'es en direct là, à la caméra. Je suis en train de parler à Cogitor Stories, n'hésitez pas à vous abonner. Bah écoute, pas de problème, je vais te dire ça. Alors déjà, moi j'ai entendu du bon sur la GoXLR avec le Shure SMCTV, mais franchement, je pense que tu devrais investir dans la cloud Lifter. Je pense que ça devrait faire l'affaire pour ton manque de gain. Donc c'est un petit truc que tu vas brancher en XLR directement au micro, et du coup... Ok les gars, bah je sais que c'est pas souvent qu'on fait ça, une vidéo dans laquelle on est tous les deux, c'est assez étrange. Ouais, je vais arrêter d'être naturel. D'être pas naturel justement. Et justement, c'est ce qu'il aime dans ce boulot, c'est qu'il peut travailler la nuit. Ce qui lui va parfaitement parce que lui, il est plutôt nocturne qu'un gars. Comme gars. Allez, je fais la conclue direct, on s'en bat les steaks. Mais mec, il est possédé. Notre prompteur est possédé. Je sais pas ce qui se passe là, mais... Oula. C'est bon, cette fois on s'y met. Thread 3, collègue qui vient d'une secte. Pour présenter un peu son travail, il bosse pour une entreprise de nettoyage depuis quelques années. Quelqu'un qui arrive, je le sens là. Je l'avais pré-shot là, il y a quelqu'un qui arrive, je le sens. Bah oui, mais en fait, ça peut avoir des oreilles. Des oreilles monitorées. Ah. Ah ah. Ah. Ah.